Papa, la maîtresse elle a dit qu'il fallait manger du bio parce que c'était meilleur pour la santé. Waouh, ok. Et qu'est-ce qu'elle dit d'autre comme cagade? Qu'il fallait 15 000 litres d'eau pour générer une photo IA, que le nucléaire ça allait faire sauter la planète et que c'était très dangereux et que 12 par sec c'était la meilleure chaîne YouTube du monde. Ok, bon, on va voir toutes ces âneries dans les toutes prochaines vidéos, là, d'ici même pas un mois, donc abonnez-vous. D'ailleurs, merci, on vient de dépasser la barre symbolique des 150 000 abonnés, donc bienvenue au nouveau. Ici, on parle de trucs de tous les jours, hein, parce que oui, l'IA, le nucléaire, 12 par sec, ça nous concerne tous. Et pour le bio? Ah oui, bah tiens, va t'acheter un kebab, et nous, on va voir ça de plus près. Et je vais peut-être prendre rendez-vous avec la maîtresse, moi. Eh, Pep, c'est quoi, là? C'est quoi, ce truc-là, en bas à gauche, là? De quoi? Le logo Cat, chat en anglais, qu'est-ce que ça vient faire sur ma chaîne? Ça, c'est le nouveau partenaire de la chaîne. Et notre petite boule d'amour. Ouais, ben moi, j'y touche pas. Hein. Non mais reviens, espèce de taré. De toute façon, c'est moi qui gère, donc... parce que vous connaissez notre amour pour les chats. Notre quoi? Et qui dit chat dit... Je sais pas, mépris, désinvolture, complot mondial pour asservir l'humanité? Alors oui, aussi, mais un chat, il faut que ça... Aspire notre âme? Il faut que ça mange. Et c'est pas censé manger des souris, normalement? Tu vois des souris? Non. Non. Bah voilà. Il faut qu'il mange, mais pas n'importe quelle croquette. Des croquettes de qualité. Avant qu'il nous contacte, ça faisait déjà un moment que je regardais pour changer de croquette parce que je le sais pertinemment, les croquettes standards, c'est pas le top. De ce fait, quand ils nous ont contactés, c'est un grand oui. Et le chat confirme. Oui, même sur le bol à croquettes, il y a des pastèques d'œufs. Et c'est un immense plaisir de vous présenter officiellement ma chatte par la même occasion, Céleste. Vous l'avez déjà vu dans les live Twitch, c'est ma petite boule de poil à moi, quoi. Bref, assez parlé du chat, parlons peu, parlons croquettes. Chez Cats, les menus sont personnalisés. Selon le nombre de chats que vous avez, leur âge, leur poids, stérilisés ou non, actifs ou non, s'ils sont de nature à chasser des tops ou pas, vous remplissez le profil avec les informations, quelques questions et bim, vous avez le kit parfaitement adapté à votre amour. Vous pouvez choisir le pourcentage de croquettes ou de pâté, et même le type de pâté. Pour ma part, j'ai choisi 70% croquettes et 30% pâté. Elle en mange de temps en temps, mais surtout l'été, ça leur permet de rester hydratés un max. Le système d'abonnement, c'est quand même canon. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à ça, et ça vous laisse du temps pour autre chose. Et bien entendu, on ne se pointe pas les pattes vides. On arrive avec 70% de réduction, plus la livraison offerte, avec le code GENIUS, en cliquant sur le lien en description. Merci Kat. Ah non, pas encore Blanche-Neige. Bah non, c'est pour parler du bio cette fois. C'est bon, on a fait toutes les vidéos sur Tom Cruise, on peut passer au sujet? Le bio. Vous avez tous déjà vu ou entendu quelqu'un dire pourquoi on appelle ça bio et pas juste normal, pourquoi le bio c'est pas normal et le reste pesticide. Ça m'a toujours fait marrer quand je vois sur les légumes il est marqué bio. En fait c'est pas bio, c'est normal. Les autres ils vont mettre pesticides dessus quoi. Bah en fait le bio c'est aussi pesticide, juste pas les mêmes. Encore que si, ça peut être les mêmes. Alors attention, le but ici c'est juste d'illustrer, hein, pas de lui tomber sur le rab, là, ce bon vieux François. Il était pas du tout en train de donner son avis sur le bio en plus, non, c'est juste une manière pour lui de dénoncer le fait qu'on doive mettre un nom sur quelque chose qui devrait être juste normal. Alors, pas de militantisme écolo mal employé, et on le laisse tranquille. Alors déjà, on part d'où? À la base, il y avait Jean-Mi et Simone, ils devaient trouver leur bouffe là où elle était. Un lièvre, du salsifis, fallait les choper au bon moment, et quand il n'y en avait plus, bah fallait attendre des plombes pour que ça repousse ou que ça se reproduise. Ou déménager pour en choper plus loin. Alors, il y a 10 000 ans, en Mésopotamie, le beau-frère de Jean-Mi a eu une idée. Attends, mais le truc qu'on bouffe là, on va le prendre, en planter une rangée, forcer un peu la nature, non? Eh, mais pas con ça. Par contre, t'es sûr pour le navet là? Parce que c'est un peu dégueu le navet quand même. Ah merde, mais j'ai fait avec le premier venu, moi j'ai pas réfléchi, hein, parce que là je suis parti sur 12 hectares de tout navet. Hein. D'accord, c'est quoi 12 hectares? Ah oui, pardon, c'est 15 terrains de football. Ah ok. Et c'est quoi le football? Ouais, c'était la belle époque. On crevait la dalle, on n'était pas sûr que l'apéro puisse être servi à l'heure, mais au moins, le foot n'existait pas. Parce que ouais, autant on apprend à l'école que l'invention de l'agriculture, ça a été une révolution pour l'humain, et c'est vrai, hein. Autant les bienfaits, ça s'est pas vu tout de suite. On se déplace plus, mais on dépend toujours de la météo et de la richesse des sols. Comme je leur dis, un crucifère en sol argileux, mes collants, vous êtes pas prêts à vous faire une salade? Et ok, on a centralisé la production de bidoche, c'est cool, mais est apparu avec tout un tas de problématiques supplémentaires. Les nuisibles ont commencé à apparaître en masse, les bestioles qui venaient tout bouffer, hein, forcément tout est centralisé, donc... Faut leur péter la gueule. Puis les mauvaises herbes, les champlards, sans compter que, ok, on maîtrise le lieu, mais ça pousse pas toute l'année non plus, donc il faut stocker, parce que nous, on doit bouffer toute l'année. Et qui dit stockage, dit donc bestioles qui viennent se servir,
moisissures, etc. Et donc c'est devenu un taf à plein temps de lutter contre tout ça. À l'Antiquité, on a résolu une partie du problème de la météo en inventant l'irrigation. Puis on a fait tourner les cultures pour reposer les sols et attendre qu'ils se régénèrent pour que ça pousse. En plus de l'utilisation de la bouse, on a inventé des outils pour être plus efficace sur l'aspect mécanique, et on se lance à fond dans la monoculture, celle qui produit le plus, la plus nourrissante, mais avec les soucis qui vont avec, comme les maladies, les parasites qui se propagent d'autant plus vu qu'il y a moins de diversité. Parce que oui, si ça nous plaît à nous, ça risque aussi de plaire aux rats, aux insectes et aux champignons mortels. Et donc pour lutter contre les parasites, on a commencé à utiliser des plantes répulsives, des huiles, pour éloigner les indésirables des cultures par exemple. Mais ça restait quand même pas foufou. Et la famine pouvait venir vous claquer la bise au moindre P. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, on introduit de nouvelles espèces comme la pomme de terre ou le maïs. On sélectionne les meilleures semences, les plus résistantes, les plus nourrissantes encore, mais on est toujours très dépendant de la météo et les famines sont fréquentes à cause des mauvaises récoltes, du froid, de la guerre et surtout, le travail reste manuel et très pénible. Et alors autant les mauvaises herbes, il y a les femmes et les gosses qui bossaient 16 heures par jour pour les enlever, autant les parasites, les méthodes de l'époque, et il n'y a rien de vraiment super efficace. Au XIXe siècle, alors que la chimie agricole commence à pointer le bout de son nez, on met au point des engrais chimiques à base d'azote, de phosphore et de potassium bien plus efficaces, les fameux schnops dont on est tous composés. Vers 1840, on commence donc la fertilisation industrielle. Les rendements explosent, la démographie aussi dans le même temps, mais on a toujours le problème de comment lutter contre les nuisibles. Arrive alors la bouillie bordelaise. Sulfate de cuivre plus chaud, vers 1880, pour lutter contre le mildiou. Le mildiou, c'est une maladie provoquée par un cousin du champignon qui détruit les cultures. Et c'est pas genre, il y a 2 patates un peu pourries, on les jette à la poubelle. Pas à l'époque, non. Non, cette saloperie a complètement bouleversé la société européenne et l'histoire mondiale. Au 19e siècle, elle a provoqué 1 million de morts de la famine et la migration de 2 millions de personnes d'Irlande vers les États-Unis ou l'Australie. Ça a provoqué un effondrement social et des tensions politiques entre l'Irlande et l'Angleterre, et la maladie est arrivée chez nous en France et a contaminé les vignobles du Bordelais. Et c'est une véritable catastrophe. Personne ne comprend d'où ça vient, ni surtout comment le traiter. Et c'est toute une filière qui est en péril. Il faut un produit plus fort que l'héparine. Ouais, même si je sais pas ce que c'est l'héparine. C'est alors que, par hasard, en 1882, Pierre-Marie Alexis Millardet, professeur de botanique à l'université de Bordeaux, observe un phénomène étonnant dans les vignes du Médoc. Il se rend compte que les vignes au bord des routes sont bizarrement épargnées par le mildiou, et il observe des traces bleues autour de ces vignes. En enquêtant, il se rend compte qu'en fait c'était des exploitants qui pulvérisaient un produit pour rendre le raisin dégueulasse, et éviter que les manants viennent nuitamment boulotter le raisin. Il fait quelques tests de son côté, et se rend compte que le truc bleu, un mélange de sulfate de cuivre et de chaux, est un fongicide très efficace. C'est là qu'il met en place, en 1885, un traitement à grande échelle à base de bouillie bordelaise. Bouillie bordelaise donc encore autorisée aujourd'hui en agriculture bio. On va y revenir. Donc là les mecs pas cons, ils disent on a forcé la nature il y a 10 000 ans. Il serait peut-être temps de passer la seconde niveau chimique pour un petit peu plus de forçage de la nature. Les mécaniques remplacent progressivement les humains et on introduit à grande échelle les engrais chimiques et les pesticides de synthèse, tout en sélectionnant des variétés à haut rendement. On peut désormais nourrir les milliards d'humains avec moins d'efforts et moins de surface. Je trouve digne cette façon de faire. Digne, je sais pas, mais efficace, clairement. Sauf que, c'est toujours le même problème, quand on résout un souci, il y en a un autre qui arrive derrière. Dans les années 1920, les pesticides chimiques sont développés. Et après la guerre, les industriels de la chimie se développent entre d'un côté les engrais et de l'autre les pesticides et herbicides. C'est ainsi que le fameux glyphosate est synthétisé en 1950, puis commercialisé par Monsanto dans les années 70, et par des dizaines de sociétés depuis. Donc les espèces de guéguerres, conflits d'intérêts quand on parle de glyphosate et de Monsanto, ça n'a plus cours. Et bien entendu, comme pour absolument tout, ce qu'on gagne d'un côté, on en perd un peu de l'autre. Donc ok, on peut lutter contre les mauvaises herbes et les insectes qui détruisent les récoltes. Mais il y a forcément des effets secondaires potentiels sur la santé et sur la biodiversité. Donc tout est une question d'équilibre, de balance bénéfice-risque, ce qui jusque-là ne poserait pas de problème si au mi-temps on ne venait pas foutre de la politique et des idéologies de merde d'un côté, et des intérêts économiques à 10 chiffres de l'autre. Sous le terme pesticides et herbicides se cachent en réalité plein de familles, plein de fonctionnalités différentes, mais aussi plein d'effets secondaires et de dommages collatéraux. Il y a des produits qui vont agir sur le système nerveux d'un type d'insecte, des phéromones qui vont perturber le cycle sexuel, d'autres qui vont bloquer la production d'une enzyme spécifique chez telle plante, comme le glyphosate, etc. Et donc ce qui va perturber la reproduction de la cicadelle de la flavescence dorée, par exemple, va potentiellement perturber également l'orientation des abeilles. Un exemple comme un autre, et provoquer potentiellement des problèmes sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Un pesticide très efficace contre un champignon et inoffensif pour l'homme peut provoquer des dégâts non prévus en aval sur les champs.
etc. C'est tout l'enjeu de l'agriculture moderne, un maximum de bénéfices pour un minimum de problèmes. Et donc, bien entendu, tous ces progrès ne sont pas allés sans leur lot de polémiques. On a d'un côté des intérêts économiques qui prévalent souvent sur la santé humaine, ou même la santé tout court de la planète, des conséquences à long terme et des effets secondaires délétères pour la biodiversité qu'il faut analyser et résoudre. Et en plus de ça, on rajoute un passé et un historique assez lourd qui donnent une mauvaise image de ces produits. Ben oui, parce que parmi les insecticides développés dans les années 20, l'un d'eux, utilisé pour désinsectiser les greniers, trains, bâtiments, pour lutter contre les poux et porteurs du typhus, a évolué pour se retrouver quelques années plus tard dans les chambres à gaz des camps de concentration nazis. Le mec qui a inventé ça a été à la fois un bienfaiteur de l'humanité, tout comme un de ses pires destructeurs, sans le savoir. Et comme pour la confusion régulière entre nucléaire militaire et nucléaire civil, juste parce que ça a le même nom, la confusion s'est aussi largement répandue concernant les pesticides, qui seraient porteurs de mort pour engraisser des labos. Pour rappel, le naturel, c'est la cueillette, la vie nomade, la mortalité infantile aberrante, et les mouvements biologiques commencent à émerger. Et le problème, c'est que c'est pas parce que c'est naturel que c'est bien en fait. Et c'est pas parce que c'est tout chimique, ce qui ne veut absolument rien dire, puisque tout est chimique. L'huile de Nîmes, un répulsif à insectes totalement naturel, est interdite en bio en France, parce que c'est possiblement un perturbateur endocrinien. Ouais, interdit en France. On va y revenir. Le mouvement bio est né en même temps que le développement des solutions industrielles. Comme à chaque fois qu'on développe une nouvelle technologie, il y a des opposants pour revenir à plus de naturel. En 1958, en France, l'association Nature et Progrès est la première organisation militant pour une agriculture respectueuse de la nature, bien avant toute reconnaissance officielle de ce que sera le bio plus tard. C'est en 1980 que naît chez nous en France le premier cahier des charges officiel. C'est un cadre technique rédigé pour définir les règles de l'agriculture biologique avec, et c'est de là que ça vient la confusion, l'interdiction des pesticides de synthèse, le respect des sols, etc. Puis en 1985, la création du label AB. Pas celui-là, l'autre. Et 1991, la première réglementation européenne avec une harmonisation dans le règlement CE 2092/91. Sauf que, c'est tout là le problème. À aucun moment, à part sur le slogan, l'agriculture biologique interdit les pesticides. Elle en interdit certains, mais d'autres, comme la fameuse bouillie bordelaise, restent autorisés et largement utilisés. Alors si vous voulez la liste, bien entendu, je vous la mets en description. C'est une soixantaine de produits phytosanitaires qui sont autorisés, dont certains comportent des effets secondaires bien cracra. Je prends totalement au hasard le premier qui vient, BioTwin L, autorisé en agriculture biologique, des phéromones de lépidoptères qui sont très toxiques pour les organismes aquatiques, nocifs et qui entraînent des effets néfastes à long terme. Enfin, globalement, ce risque se retrouve dans l'essentiel des pesticides bio. À chaque fois, il y a cette recommandation à cause des composés H400 et H412. L'aile du soufre S, truc à base de soufre, comme son nom l'indique, un fongicide et acaricide, peut provoquer des lésions oculaires graves. Le Futurico No-Fly WP peut provoquer des symptômes allergiques ou asthme et des difficultés respiratoires par inhalation, etc., etc. Les précautions d'usage sont drastiques pour tous ces produits bio. Même les emballages doivent être manipulés avec la plus grande précaution et conditionnés en déchets bien spécifiques. Donc, si vous voyez un agriculteur conventionnel avec un masque et des gants pour se protéger, 1, c'est normal, et 2, c'est la même en bio. Et enfin, donc, la fameuse bouillie bordelaise, qui certes est un excellent fongicide, mais reste un polluant réel et problématique. Le cuivre reste longtemps en terre, ce qui crée une pollution persistante, affecte les vers de terre, les organismes dont personne ne se soucie, mais qui sont essentiels à l'aération des sols. Sans eux, les terres seraient aussi stériles que le sol martien. Toujours pareil, bien entendu, c'est la dose qui fait le poison. Et pour les nouveaux, très prompts à dégainer leur fameux copier-coller, oui, les porteurs-voitures en truc rien, ils n'échappent pas à la règle, vidéo complète sur le sujet ici. Et le souci pour les vignes, c'est justement qu'elles ont un énorme besoin de cette bouillie bordelaise, souvent au-dessus des normes autorisées. On se retrouve donc avec du bio moins efficace contre les parasites et plus polluant, alors que des alternatives bien plus efficaces, moins toxiques, qui persistent dans le temps, donc avec moins besoin de produits, pour régler le problème de base et plus ciblés existent. Juste, elles ne sont pas autorisées en agriculture biologique en France. Et c'est pas un problème scientifique, c'est un problème politique et industriel. Des sociétés qui font pression contre un gros chèque pour pouvoir être autorisées alors que c'est nul quoi. Le truc a 150 ans, bien entendu que depuis on a trouvé mieux. On préfère souvent le « on sait depuis 150 ans qu'il y a un problème, c'est documenté » à « pour le moment rien ne laisse penser que ce nouveau produit soit gênant, mais on sait jamais des fois que des effets se révèlent dans 50 ans ». Du coup comme les produits sont moins efficaces, les volumes ne diminuent absolument pas avec le bio, bien au contraire comme on peut le voir sur cette infographie. Donc non, le bio n'est pas sans pesticides. Il y en a plein qui sont autorisés, et souvent au détriment de la science par pur clientélisme politique, et c'est bien tout le problème.
Parce que oui, une des conséquences de ça, c'est que le bio français ne réagit pas aux mêmes règles que le bio brésilien, par exemple. Pour qu'un produit soit appelé bio chez nous, il faut qu'il ait obtenu une autorisation d'importation délivrée par le ministère compétent. Mais les enjeux économiques et politiques derrière ça sont bien loin de la réalité scientifique, encore une fois. On peut donc se retrouver avec une salade bio brésilienne qui utilise les mêmes pesticides interdits chez nous en bio, voire en conventionnel. Ou alors utilisés en plus grande quantité que ce qu'on autorise chez nous. Le fameux acétamipride notamment, le néonicotinoïde qui serait responsable de la mort des abeilles, est interdit en France, mais pas chez nos voisins. De ce côté-là, c'est l'Allemagne. Pour les indécrottables du nuage de Tchernobyl, ouais, on prend des mesures sanitaires chez nous que de l'autre côté de la frontière, ils n'ont pas. À 1 mètre près. Je vous rappelle l'histoire de Red Bull qui était interdite chez nous pendant 15 ans alors que c'était autorisé partout autour de nous, juste parce que, on sait pas, mesures sanitaires, à 1 mètre près, c'est pas la même. Donc si vous consommez un label bio français, pas d'acétamipride, mais un bio importé, bah vous pourrez en avoir. Mais ça sera toujours le label bio, ça change pas ça. L'huile de Nîmes, donc, un antidermite et répulsif à insectes 100% naturel, est interdite en France parce qu'elle est susceptible de provoquer des perturbations endocriniennes, des lésions du foie et des poumons chez certains mammifères, et même qualifiée par certaines études de cancérigène génotoxique. Donc, interdit en France, mais pas chez nos voisins, où elle est considérée comme compatible avec le bio. Pareil pour le diméthoate, le sulfamate d'ammonium, le faux éthylaluminium, etc. Lien en description, bien entendu. Ah oui, et vous voulez consommer bio local? C'est pas possible. Les oranges, les avocats, le café, le chocolat, le thé, la vanille, le riz, le soja, le quinoa, les pistaches, si vous voyez marqué bio dessus, c'est de la chiasse. Vous allez obligatoirement avoir sur ces aliments des produits interdits chez nous, mais autorisés ailleurs. Le bio, c'est un avis, un concept, pas une réalité quantifiable scientifiquement. Et je précise bien entendu pour les deux du fond qui sont pas contents, moi je suis juste là pour expliquer, je donne pas mon avis. J'ai absolument rien contre le bio, je porte des bracelets à perles, et bien entendu je suis payé par personne pour faire cette vidéo. Enfin si, par les tipeurs notamment qui nous aident à faire ces vidéos, notamment qui nous ont permis d'acheter ces nouveaux petits micros, et qui en contrepartie peuvent bénéficier de cette vidéo et de toutes les vidéos en avant-première dès le vendredi soir et sans les pubs. Voilà, si les pubs ça vous agace, même pour 1 €. Non, moi mon boulot c'est juste de rassembler les sources et de les expliquer. Vous avez de bons moments. Mais merci, mais je ne fais que mon travail. C'est pas souvent, mais vous en avez quelquefois. Attends quoi? Alors, on va pas y aller à reculons, il y a zéro intérêt pour la santé avec le bio. Les études qu'on a sur le sujet, liées en description bien entendu, peuvent suggérer que le bio serait éventuellement meilleur pour la santé. Sauf que la science, c'est l'ensemble des outils les plus efficaces qu'on a pour le moment pour expliquer la réalité. La réalité, c'est la même pour tout le monde. Soit le bio est meilleur pour la santé, soit non. Et donc, pour le savoir, on va mettre en place les outils à notre disposition. Tout en bas de la pyramide, le moins fiable, c'est le témoignage, le micro-trottoir. Truc que les journalistes continuent à faire pour meubler, mais qui n'apporte absolument aucune valeur. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui nous certifie qu'il était au collège avec une clitorine. Non, tout simplement parce que nos ressentis sont extrêmement influençables, qu'on veut avoir une histoire à raconter, et que tout le monde n'est pas qualifié pour calibrer ses propres outils mentaux. Absolument rien de dénigrant, si vous savez pas mesurer un pied de chaise, vous savez pas mesurer un pied de chaise. Ça s'apprend, et vous avez peut-être autre chose à foutre. Ensuite, on a tendance à se focaliser sur le truc du moment si on nous en parle, en zappant tout un tas d'éléments qui pourraient être utiles. Si je vous parle d'une Toyota Yaris rouge, dites-moi combien vous en avez vu hier, et combien vous en voyez maintenant que je vous en ai parlé. Vous verrez que le nombre va exploser. Donc le témoignage, C'est de la merde. ça donne des pistes, mais c'est pas fiable du tout. Ensuite donc, on a l'étude de labo in vitro et sur les animaux. Donc ça, on va pouvoir orienter les recherches en fonction de la réaction de certaines cellules, de certains organismes, de comment réagissent les animaux. Mais ça ne dira pas forcément grand-chose sur comment ça agit sur l'humain dans un environnement complet. Ensuite, on a les études observationnelles. Des données statistiques complètes qu'on va pouvoir comparer en éliminant tous les bruits parasites au maximum, mais qui ne seront pas parfaites tant les éléments autour vont être nombreux et peuvent complètement perturber le truc. Par exemple, on va pouvoir prendre une population définie, la séparer en 2 groupes entre ceux qui regardent 12 par sec et les autres, et comparer ceux qui ont la plus grande espérance de vie. Naturellement, les spectateurs de 12 par sec auront une espérance de vie inférieure à celle du reste de la population. Mais est-ce la faute des vidéos de 12 par sec? Ou est-ce parce que les gens qui ont tendance à conduire bourré une moto sans casque à contresens sur l'autoroute ont plus tendance à regarder 12 par sec? On ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence. Donc, moins fiable. Ensuite, on a les études interventionnelles, celles où on va pouvoir parfaitement contrôler chaque élément, mais c'est malheureusement pas faisable sur toutes les études. Dans le cas du bio, il faudrait isoler des populations, leur faire manger que du bio d'un côté, et que du conventionnel de l'autre, de manière extrêmement contrôlée, et vérifier chaque élément du reste de leur environnement de manière précise, pour établir un lien fiable et sûr. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on a les méta-études qui vont comparer toutes les études qui ont été faites,
tous les protocoles donc pour pouvoir éliminer les données parasites et donc arriver à un résultat fiable et indiscutable, au maximum. Bon bah là pour le bio, on est à l'étude observationnelle. Le problème c'est qu'il y a tellement de bruit parasite, tellement de paramètres à prendre en compte en plus, que ça peut, comme ça peut, ne pas être ça. Ok, les mecs qui bouffent bio sont moins malades, mais est-ce que c'est dû au bio, ou est-ce que c'est parce qu'ils fument moins, boivent moins, font plus de sport, sont plus riches? Le bio, c'est une conséquence et pas une cause. Donc à l'heure actuelle, absolument rien ne va dans le sens d'un bienfait pour la santé du bio. Alors attention, c'est pas comme l'homéopathie qui, elle, est juste du flanc total. Non, là, c'est juste pareil que le conventionnel. Ceux qui vous disent l'inverse, vous pouvez leur répondre. J'ai senti votre odeur méphitique dès que je suis montée à bord. Ouais, j'ai dit riche parce que le bio est juste plus cher en fait, sans réel impact positif sur la santé, sans réel avantage en plus sur l'environnement. En 2023, l'écart des prix entre les produits bio et conventionnels était environ de 30%. Par exemple, un panier moyen de 15 fruits et légumes bio coûtait 45,39 € contre 34,23 € pour son équivalent conventionnel. A noter que les grandes surfaces ont tendance à pratiquer une marge plus importante sur les produits bio que les autres. L'écart n'est donc pas uniquement une question de coût de production. Alors au final, pourquoi on n'interdit pas tous les pesticides ? Eh ben parce que leurs bénéfices sont largement supérieurs à leurs risques. Quand vous voyez des illuminés vous proposer le retour à l'agriculture naturelle, c'est le retour d'échamplards mortels, des famines, des rendements faméliques qui peuvent décimer une population entière pour une mauvaise récolte. Bien évidemment, l'agriculture n'est pas exempte de défauts, de problèmes environnementaux, mais c'est pas le sujet de la vidéo ici. Mais le bio n'est clairement pas la solution. C'est une parmi d'autres. On voit régulièrement des reportages d'agriculteurs qui se disent revivre depuis qu'ils sont passés au bio, et d'autres revenir du bio vers le conventionnel tellement le bio ne leur a rien apporté, et plus contraignant pour moins de rendement. Les études sur le sujet, là aussi, sont surtout basées sur du déclaratif, et ne semblent pas vraiment pencher pour l'un ou pour l'autre. Mais bon, le sujet est tellement vaste qu'on va pas en parler ici. A l'inverse, les rappels de produits qui se veulent plus naturels, plus artisanaux, sont bien plus nombreux que ceux industriels très contrôlés dans des environnements protégés. Les pesticides ont bien entendu une influence sur notre santé, mais ils sont étudiés depuis une centaine d'années. On connaît les risques de ces produits, ils sont très surveillés, mais on connaît surtout les risques de bouffer des champignons mortels ou de choper le colis et ce genre de problématiques. Les pesticides ne sont qu'une manière de lutter contre des infections bien plus graves et dans leur immense majorité ne sont pas une problématique. Contrairement à ce que déclarait François Damien, son exemple, encore une fois, il parlait pas de ça, on est d'accord, c'est pas un spécialiste du sujet, mais il y en a beaucoup d'autres qui prennent ça vraiment au premier degré. Non, le bio n'est pas le normal et le conventionnel de la merde. À partir du moment où on a forcé la nature il y a 10 000 ans, on a eu de cesse de vouloir améliorer les rendements, de lutter contre les parasites, parce que c'est juste l'ordre normal des choses. Le normal, c'est la cueillette. L'agriculture, par définition, ne l'est pas. Et les pesticides, comme l'irrigation, ne sont pas normaux. L'agriculture chimique moderne a montré par bien des aspects qu'elle était bien plus saine avec des produits phytosanitaires que sans. Et le bio est juste une agriculture artificielle comme les autres, juste certains produits sont autorisés et pas d'autres, et pas les mêmes partout d'ailleurs. On est bien entendu passé très vite sur toutes ces notions, n'hésitez pas si vous avez des questions comme d'hab, on en fera un épisode 2. Il y aurait bien entendu de quoi en faire une chaîne entière, on a à peine effleuré la surface, mais c'était histoire d'avoir une vision un petit peu plus globale. Je vous mets un maximum de liens en description si vous voulez approfondir. Mais en tout cas, bio ou pas, n'oubliez pas que le génie est partout.